Bonjour, je suis le docteur Wankou, cardiologue au CHU et enseignant à la faculté de médecine de Tchang au Cameroun. Je suis membre de la Société européenne et internationale de l'hypertension artérielle. Je voudrais témoigner toute ma reconnaissance à tout le staff de l'Association des cardiologues jeunes africains et surtout pour leur intérêt pour l'hypertension artérielle, où ils m'ont fait l'honneur de parler aujourd'hui du traitement de l'hypertension artérielle, comment l'optimiser. C'est une lourde tâche. Nous allons essayer d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à travers le plan suivant, notamment euh, situer le contexte de l'hypertension artérielle dans le monde et chez nous en Afrique. Ensuite, comment optimiser l'hypertension artérielle, son traitement, le traitement de l'hypertension artérielle fixé aux recommandations, c'est le de décès dus aux maladies cardiovasculaires dans le monde et 10% concernant l'Afrique, en sachant que nous avons une mortalité précoce chez nous, passant de 5,9 millions en 2013 à 7,8 millions en 2025. Et le lourd tribut est malheureusement payé par les pays euh, en voie de développement qui font 80% de ces décès d'origine cardiovasculaire. Et nous avons un changement dans la cartographie des, des, des maladies et on sait que petit à petit, les maladies cardiovasculaires deviennent les premières en termes de mortalité et même de morbidité. Il faut dire que le plus puissant facteur de risque cardiovasculaire reste l'hypertension artérielle en termes de fréquence, en termes de gravité aussi. Et c'est le fameux tueur silencieux où nous avons euh, en 2000 80 millions d'hypertendus et on sait que ce chiffre va quasiment doubler l'année prochaine et cela n'est même pas la réalité puisque ce n'est que l'aspect visible de l'iceberg comme vous le savez et donc ce qui pose encore un problème de santé publique. Le pire, c'est que les hypertendus ne sont pas identiques, ils sont plus enclin à faire des événements cardiovasculaires lorsque, comme vous le voyez ici, le grade de l'hypertension va vers le grade 3. Et lorsqu'on associe d'autres facteurs de risque tels que le diabète, la sédentarité, je rappelle que le Cameroun est le premier pays d'obésité en Afrique. Donc, oui, voilà donc ce qui met les gens à haut risque en sachant qu'un diabétique ou un malade rénal est déjà à haut risque. Au pays où je vis, le Cameroun, entre 50 et 70 ans, on pense que l'hypertension artérielle est responsable des deux tiers de cas de maladies ischémiques cardiaques, de survenue d'AVC ou même de survenue de maladies rénales. Pourtant, on sait qu'en réduisant de 10 mm de mercure, on réduit le risque cardiovasculaire de façon considérable. Ou encore, en termes d'événements cardiovasculaires, toutes causes confondues, d'à peu près 20%. Mais pourquoi est-ce qu'on est toujours à ce niveau-là, étant donné que les classes sont bien connues, on connaît le top 5 des classes anti-hypertensives qui sont validées pour réduire le risque cardiovasculaire, en sachant que concernant les diurétiques, ce sont les thiazidiques, en particulier les thiazidiques apparentés comme la chlordéidone et le tabamide, qui sont plus efficaces de par leur durée de vie et donc plus stables dans le nictémère. Et on sait qu'en fonction du profil patient, il y a une préférence. Notamment, on dit que les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone protègent les organes et on a des autres classes qui ont leur préférence. Notamment, dans tout ce qui concerne le cœur, les bêta-bloquants sont privilégiés. Et même quand on va en infraclinique, comme vous pouvez le constater ici, eh bien, l'hypertrophie ventriculaire gauche, la survenue d'athérosclérose, une microalbuminurie ou une dysfonction rénale fait préférer certaines classes thérapeutiques ou alors, dans des classes particulières telles que chez le sujet, on pense aux diurétiques intercalciques. Dans la grossesse, il faut éviter l'immense majorité des classes thérapeutiques et préférer les centraux, les bêta-bloquants, en sachant que seul le labétalol ne donne pas d'hypotrophie fœtale et les intercalciques, notamment nicardipine, nifedipine. Et puis, quand on fait une, on met des finances pour faire un dépistage de masse, par exemple, vous voyez ici plus de 130 millions de cas en 2010, eh bien, seulement 7% seront contrôlés.
On sait que en amont, il y a des personnes qui sont sous-traitées, en amont, il y a des gens qui sont sous-détectés, et tout ceci fait la difficulté donc du contrôle de l'hypertension artérielle depuis le dépistage. Et puis, en plus de cela, il y a ce que nous appelons l'inertie thérapeutique, parce que les cliniciens sont enclins à donner de faibles doses parce qu'ils sont un peu timorés ou à ne pas aller vers les plurithérapies, ce qui malheureusement laisse courir les complications cardiovasculaires. Pourtant, en associant les médicaments, l'adhérence thérapeutique peut être une parade. On n'a pas besoin d'avoir peur. En une seule pilule, on peut avoir plusieurs médicaments. Et on sait que cela fait réduire le risque cardiovasculaire de moins 27%. Il faut quand même dire qu'il y a des médicaments qui sont dangereux de par le fait qu'ils n'ont pas réellement d'efficacité, notamment ceux qui sont génériqués en général, en particulier l'amlodipine et le captopril qui sont souvent génériqués et certaines origines sont incriminées. Et on sait que les médicaments de mauvaise qualité, qui ont une mauvaise biodisponibilité, augmentent finalement le risque cardiovasculaire parce que le patient croit qu'il est traité. En réalité, il n'y a pas de différence avec le placebo et le risque cardiovasculaire persiste avec les événements conséquents. Il faut aussi dire que concernant cette observance thérapeutique, le fait d'oublier, le fait d'avoir des médicaments qui sont hors de prix, les effets secondaires tels que la dysfonction érectile chez l'homme, ou encore le fait de se sentir bien, ou bien les idées reçues chez nous. Par exemple, il y a des gens qui pensent qu'en prenant au long cours, on aura une dysfonction rénale hépatique. Pourtant, des tests sont faits pour vérifier tout cela. Eh bien, voilà ce qui sépare les gens du traitement antihypertenseur. Et malheureusement, quand l'hypertension persiste, à cause de la dysfonction endothéliale et son continuum vers l'athérosclérose, on aura l'auto-entretien de l'hypertension artérielle. On aura donc des formes que nous voyons fréquemment chez nous, notamment chez les de race noire, donc des formes précoces et sévères quand on est jeune, décrites par Edmond Bertrand. On a l'hypertension artérielle qui est le plus souvent résistante, donc assez fréquemment, et donc ce qui nous pousse à chercher des causes secondaires. Une attention particulière est au niveau des atteintes graves, notamment rénales, cardiaques et cérébrales, au premier rang desquelles les atteintes rénales. Les désordres hypertensifs successifs sont plus fréquents, notamment la prééclampsie, où on connaît le rôle préventeur de l'aspirine. Les inhibiteurs calciques et les diurétiques abaissent mieux la pression artérielle chez le sujet noir, cela est démontré, mais n'oublions pas que les seuls à protéger les organes restent bel et bien les bloqueurs du système rénino-angiotensin aldostérone. Et donc, si on pense au sujet jeune, il faut rechercher une cause secondaire, notamment quand ils ont moins de 40 ans et que l'hypertension est assez importante, quand il y a une hypocalémie, lorsque l'aggravation est rapide, lorsqu'il y a des lésions multiples, lorsqu'il y a un syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, lorsqu'il y a prise de substances illicites, corticoïdes, euh, spray nasaux, réglisse, qu'on mettait à l'époque dans les bonbons, bien dans le pastis. Les anticancéreux, on le sait aujourd'hui en cardio-oncologie, qu'ils peuvent induire une hypertension artérielle et cette hypertension peut induire une insuffisance cardiaque rapidement. Les antirétroviraux, on le sait, sont potentiellement pour certaines lignes pourvoyeurs d'hypertension artérielle, la contraception, le phéochromocytome, la dysthyroïdite sont à rechercher. Et puis, lorsqu'on parle d'hypertension artérielle, nous devons parler le même langage. Donc, il y a des conditions de dépistage. Et quand il s'agit du dépistage de masse, c'est bel et bien les tensiomètres électroniques, en sachant que la méthode de référence est le tensiomètre manuellement, qu'on ne peut pas utiliser pour des raisons que vous imaginez pour la masse. Donc, tensiomètre électronique, plutôt à brassard qu'au poignet. Attention, il faut les détections d'arythmie pour les tensiomètres. Il ne faut pas utiliser les outils connectés parce qu'ils sont, paraît-il, moins performants. Et on respecte les conditions de l'OMS. On peut proposer l'automesure aux patients, mais l'outil actuellement de confirmation reste la mesure ambulatoire de la pression artérielle parce qu'elle dévoile tous les phénotypes, l'hypertension artérielle masquée, l'hypertension artérielle blouse blanche qu'il ne faut justement pas traiter, etc. Donc, nous sommes dans deux situations lorsqu'on a une pression artérielle qui s'élève. Soit on est dans l'urgence hypertensive, c'est un grade 3. Alors, si l'urgence hypertensive absolue, bêta-bloquant, inhibiteur calcique par voie injectable, si on peut
cataprécent ou bien nitroprussate de sodium. Ou alors, si elle est relative, on passe par une voie Péros avec un traitement profil patient avec le bilan minimum de l'hypertension dévoilé. Ou alors, si on n'est pas au grade 3, c'est la MAPA qui doit être recommandée en première intention. Et donc, quand on compare la MAPA et l'automesure, parce que chez nous, souvent, la MAPA est onéreuse, on va perdre quelques informations comme l'hypertension artérielle nocturne, mais quand même, on peut se rapprocher de la réalité de la MAPA de référence avec des seuils qui ne sont pas tout à fait ceux du cabinet. Donc, il faut retenir ces seuils-là et se rappeler que la MAPA peut guider quand même, hein, la chronobiologie. Par exemple, si vous avez une hypertension artérielle de nuit, il faudrait me mettre en début de cette période de médicaments. Mais il faut rappeler que le choix est surtout celui du patient concernant l'heure de prise. Il n'y a pas vraiment de gros intérêt à faire une médication au hasard dans la nuit. Et puis, donc, on peut répéter les mesures. Si on a une pression artérielle optimale, plutôt tous les 5 ans, normale, plutôt tous les 3 ans. Lorsqu'on est borderline, donc pré-hypertension, c'est toutes les années. Et lorsqu'on est hypertendu, on passe à la thérapie. Mais vraiment, ce qui permet de serrer entre le grade 1 et l'hypertension artérielle, du moins la préhypertension, ça reste la MAPA. Donc, que nous apportent les nouvelles recommandations qui datent déjà d'un an, c'est qu'il faut optimiser le traitement antihypertenseur en utilisant tous les acteurs, depuis l'hypertensiologue en passant par le cardiologue, le néphrologue et les infirmières, jusqu'au patient lui-même qui doit être impliqué. Il y a donc une approche clinique avec le choix de la thérapeutique en fonction du profil patient et une approche de santé publique qui implique tous les acteurs dans le cadre du dépistage. Il faut former ce personnel-là. Il faut aussi dire que lorsqu'on veut traiter l'hypertension artérielle, il faut bien se fixer des objectifs qui sont soit temporels ou bien manométriques. Il faut aussi corriger les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont associés, chercher s'il y a des organes à protéger ou bien chercher si nous sommes dans des circonstances particulières, grossesse, cancer, période périopératoire, et donc se fixer des objectifs en évaluant le risque cardiovasculaire, en évaluant la cible à atteindre, et c'est très important, quel antihypertenseur choisir, comment associer, quelle est la meilleure association en fonction du contexte, quel dosage et comment améliorer l'observance thérapeutique. Parce que si nous ne tenons pas compte comment la persistance thérapeutique est mauvaise. Et donc, objectif thérapeutique, c'est connu depuis 2018 déjà. Donc oui, les objectifs généraux, c'est surtout atteindre la cible de l'OMS, mais il y a des nuances. Pour tout le monde, la pression artérielle doit être entre 70 et 79, et pour la pression artérielle systolique, eh bien, entre 120 et 129 pour les sujets de moins de 80 ans, et pour les sujets de plus de 80 ans, vaudrait mieux remonter un tout petit peu pour éviter, eh bien, les accidents d'hypotension orthostatique. Et atteindre la cible, bien sûr, dans les 3 mois. C'est l'objectif temporel que l'on se donne. Il faut dire qu'il y a des classes particulières, comme on l'a déjà dit, la femme enceinte, les cancers, les zones périopératoires, on le verra tout à l'heure. Et puis, il y a des groupes particuliers comme le diabète, où la pression artérielle doit être inférieure ou égale à 130 sur 80 mm de mercure. Le malade rénal est celui qui est greffier rénal. Et bien sûr, en prévention secondaire cardiovasculaire, on doit avoir ce type de mesures-là. Eh bien, voilà un peu l'archétype que nous avons dans le traitement. Lorsqu'on a une pression artérielle normale, jusqu'au grade 3, les mesures génétiques doivent être prises en compte. Et puis, si on a cette hypertension artérielle normale et qu'on a un risque cardiovasculaire qui est élevé, il faut donner un antihypertenseur, notamment protecteur. Au grade 1, on peut aller légèrement, donc en mono, mais surtout bithérapie à faible dose, et on va vers les formes les plus complexes, notamment le grade 3. Il faut dire qu'on a un souci, c'est que cette étude de 2023 montre que les patients sont de moins en moins traités, c'est-à-dire euh, ont plus une monothérapie qu'une polythérapie, et ils sont davantage sous-traités, c'est-à-dire parfois ils ont besoin d'emblée même d'avoir des classes thérapeutiques, mais ne l'ont pas. Ce qui fait que on a ce problème, et c'est un clin d'œil que cette étude fait aux néphrologues,
qui ne sont pas assez intensifs et ça souligne encore l'inertie thérapeutique qui est un énorme problème chez nous et donc expose vers les événements cardiovasculaires. Donc, comme moyen, mesure génétique, on en a parlé dans la prévention de l'hypertension artérielle, qu'elle soit primordiale ou primaire. La monothérapie exceptionnelle, vraiment chez les sujets très âgés euh, ou une hypertension borderline. Les associations thérapeutiques, c'est vraiment le boulevard. Pourquoi pas la monothérapie? Bien parce que c'est vraiment efficace à cause du phénomène de contre-régulation, c'est peu rentable, donc finalement, et quand on augmente vers la full dose, on a la survenue d'effets secondaires, la substitution n'est pas intéressante et parfois le malade se dit que le médecin tâtonne. L'addition d'un autre médicament doit être de façon immédiate. Et non progressif, sinon on est dans le lit. Substituer le médicament ou pas, il faut éviter de substituer, mais plutôt associer. On a un bénéfice en pourcentage qui est plus grand dans le contrôle. On rappelle que l'hypertension artérielle n'est en général pas due à un seul facteur, parce que vous voyez ici, ça c'est l'hypertension des sujets jeunes souvent, donc familiale, puis métabolique, puis vasculaire, et c'est souvent plusieurs de ces composantes qui sont mises en jeu, ce qui explique pourquoi il faut une polythérapie et non une monothérapie. L'association thérapeutique, cela est démontré au plan épidémiologique aujourd'hui, eh bien, met un contrôle tensionnel 5, 3 à 5 fois plus grand que si vous avez une monothérapie lorsqu'on maintient la dose sur l'année. La réponse est moins hétérogène, donc on a plus de contrôle chez l'ensemble de nos patients. Et puis, ça réduit l'inertie. Et bien sûr, on peut exceptionnellement prendre une monothérapie lorsqu'on est en grade 1 ou bien chez des patients très âgés. Donc, il faut vraiment intensifier la stratégie. The lower is the fast, the lower is the best, and the faster is the best. Alors, comment commencer une bithérapie dans l'immense majorité des cas et exceptionnellement sujet âgé bas risque et grade 1, comme on l'a déjà dit. Comment associer? Eh bien, il ne faut pas se casser la tête, c'est le triangle gagnant. Soit un bloqueur du système rénine angiotensine associé à un diurétique ou à un calcique, ou alors un diurétique à un calcium bloqueur. Et lorsqu'on n'arrive pas, eh bien, la spironolactone est la quatrième des choses à faire. Il faut rappeler que lorsqu'on met la spironolactone, on a 3 fois plus d'efficacité que si on mettait un alpha ou un bêta bloquant. C'est vrai que les contextes peuvent faire favoriser ces classes-là, mais en général, la spironolactone à 25 ou 50 mg permet de mieux pallier à la situation. Et puis, lorsque tout ceci ne marche pas, quadrithérapie avec la spironolactone, dans le cas de l'HTA résistante, plus peut-être calci bloqueur, je veux dire, centraux ou médicaments à bêta bloqueur ou alpha bloqueur, lorsque tout ça ne marche pas, eh bien, il faut aller aux mesures instrumentales. On sait aujourd'hui qu'on a essayé plusieurs mesures instrumentales, mais celle qu'on retient et qui est validée, c'est bel et bien la dénervation rénale, dont le principe est simple. On va, soit par radiofréquence ou soit en utilisant les ultrasons, venir tuer les faisceaux euh, de conduction nerveuse. Et puis, ça va nous permettre donc de réduire donc, le tonus sympathique de l'artère efférente en réduisant donc, la vasoconstriction rénale, la production de la rénine et donc la rétention sodée et permet donc une vasorelaxation globale. Mais pour que cela marche, il faut se rappeler qu'il y a des répondeurs et un tiers des patients n'est pas répondeur. Donc, il faut sélectionner ces non-répondeurs pour ne pas leur proposer cette thérapie, notamment ceux qui ont une activité sympathique élevée, notamment ceux qui ont une apnée obstructive, ceux qui ont une fréquence cardiaque élevée au-delà de 70, et ceux qui ont une activité rénine plasmatique élevée et ceux qui ont un pool circulant de sodium élevé. Eh bien là, ça peut être prédictif que ça ne marchera pas.
Et puis finalement, en termes de stratégie, lorsque l'hypertension n'est pas compliquée, on connaît le triangle gagnant, on prend une bithérapie associée, comme vous le voyez là. Et puis lorsqu'on n'arrive pas, on fait une trithérapie. Et quand on n'y arrive pas, spironolactone, comme on l'a déjà dit. Et puis, il faut dire que les bêta-bloquants ont leur place à toutes les étapes, notamment quand le cœur est impliqué dans le processus, que ce soit dans la fibrillation atriale, le post-infarctus, le syndrome coronarien, l'angine de poitrine, ou encore chez le sujet jeune adrénergique, chez la femme enceinte. Chez le diabétique, il faut éviter l'association bêta-bloquant diurétique, déjà parce que, vous le savez, cela est diabétogène, donc pour éviter l'apparition d'un diabète déjà même d'emblée, et aussi les bêta-bloquants peuvent bloquer les signes sympathiques d'hypoglycémie. Donc il faut préférer plutôt les protecteurs que cela. Et lorsqu'on est en prévention secondaire, il faut associer un calcique à un autre médicament. Les calciques sont privilégiés. Chez le coronarien, les bêta-bloquants prennent leur place donc dans le triangle initial. Et puis donc, on va vers l'hypertension résistante avec la spironolactone. Chez le malade rénal, il faut se rappeler qu'en plus de ce qu'on a déjà dit, il y a les, les glyphosines et c'est l'indapamide, la chlorthalidone, les diurétiques de Lens ou encore les épargneurs potassiques qui sont très intéressants, en particulier la spironolactone, mais même la phénylolactone. Pour l'incidence cardiaque à façon d'éjection réduite, on connaît les fameux 4 fantastiques avec IEC ou ARNI, les inhibiteurs de la GLT2, les antiminéralocorticoïdes, les bêta-bloquants, et notamment les 4 bêta-bloquants d'incidence cardiaque, pas les autres, notamment bisoprolol, carvedilol, métoprolol et nebivolol. Et initialement, on met toute cette thérapie, on ne fait plus en 2 étapes comme avant. Et puis, quand la façon de gestion est préservée, ce sont les diurétiques. Et parfois, on pense que les glyphosines peuvent faire quelque chose. Pour des cas particuliers comme l'oncohypertension, la classification n'est pas du tout la même. On passe d'un grade 1 à un grade 5 en fonction de l'intoxication aux médicaments qui peut aller jusqu'au décès. Et comme vous le voyez là, on va jusqu'à l'hypertension sévère, donc la crise hypertensive juste avant le décès. Donc, c'est une classification qui est particulière et qui permet donc de serrer les choses. Vous voyez là, quand on est hypertendu et qu'on est sous euh, facteur, group factor, facteur proliférant vasculaire, notamment endovasculaire, eh bien, il faut privilégier certaines classes comme les IEC, ARA2 ou les intercalciques et on peut accepter de continuer le traitement si on est en dessous d'une certaine valeur et on peut faire la discontinuité lorsqu'on est en, en zone de crise hypertensive. Et par thérapie, comme vous pouvez le voir là, antihypertensive, on peut, par thérapie anticancéreuse, autant pour moi, on peut donc finalement choisir des classes thérapeutiques comme ici les classiques et bloqueurs du système rénine-angiotensine, notamment là, ou encore chez les agents alkylants, les bloqueurs de angiotensin, les calcibloqueurs, si on a une contre-indication rénale, ou encore au niveau des glucocorticoïdes, préférer les thiazidiques. Mais quoi qu'il en soit, les minéralocorticoïdes sont préférés en cas d'hypertension résistante. Il faut éviter les AINS, faire de l'EPO en discontinu si nécessaire. Donc, voilà vraiment ce qu'il faut en cas d'onco-hypertension. En périopératoire, il faut dire qu'il faut substituer les blocages d'amylose aldostérone par ceux qui sont un peu plus stables pour l'opération calcique et bêta-bloquants et même modulables par voie intraveineuse pendant l'intervention. Et avant de terminer, j'aimerais juste dire quelques mots pour la femme enceinte en juste rappelant les médicaments permis pendant cet état-là. Il s'agit des inhibiteurs calciques, en particulier nifedipine et surtout nicardipine, qu'on peut avoir en voie injectable. Les bêta-bloquants, en particulier la bétalol qui n'est pas hypotrophe, et je veux dire, oui, hypotrophe, et donc il peut être en comprimé comme en voie injectable. Les centraux, notamment l'alpha-méthyldopa qui est largement utilisé. Les autres sont dangereux, même si parfois sont usités, notamment dans la crise hypertensive, où après on peut utiliser les diurétiques de Lens. Et
Si la femme accouche, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il faut savoir que le risque persiste à 10 ans, multiplication par 4 pour l'hypertension artérielle, événement cardiovasculaire par 4. Et chez la femme, il y a un surrisque. Je rappelle qu'on a des travaux en cours qui ont démontré qu'on a à peu près la moitié des femmes qui ont accouché, qui gardent comme héritage une hypertension artérielle. Et dans Hypertension, ça a été démontré. Et on peut encore prévenir cette situation en mettant de l'aspirine et il faut engendrer des dépistages et des contrôles par la mesure ambulatoire de la pression artérielle de façon fréquente, avant et après l'accouchement. Et puis, rappeler encore qu'en Chine, il y a eu cette étude de masse où on a impliqué la population pour le contrôle parce qu'il y a tellement d'hypertendus en termes de prévalence qu'il faut impliquer la grande population, les éduquer sur comment on prend la pression artérielle, quels sont les seuils et surtout coacher en arrière pour mieux alimenter la population en médicaments antihypertenseurs et le contrôle par le médecin en arrière. Et il faut dire que finalement, on traite non pas une maladie, mais un patient qui a une maladie, comme le disait William Osler, en passant par le coût du médicament, le nombre de prix, les effets secondaires, les recommandations en particulier, l'implication du personnel de santé, l'âge, le niveau socio-économique, l'éducation qui doit être renforcée pour qu'une observance thérapeutique soit meilleure et donc qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au début de ce chapitre. Je vous remercie.